Les antipodes. Avant d'aller dormir. Des histoires horrifiques racontées par Yerb et Indigo. Installez-vous confortablement au fond de votre lit, remontez la couette jusqu'au menton et fermez les yeux. Allez, bouge-toi et rentre là-dedans. J'ai entendu, pas la peine d'être désagréable. Ferme ta gueule, assieds-toi. Connard, c'est quoi cette pièce de merde d'abord? Quel intérêt de me foutre dans leur salle interrogatoire encore une fois? J'ai déjà avoué, j'ai aucun remords. Et ils avaient l'air pourtant de bien partis pour me mettre sur leur putain de chaise. Ils attendent quoi de plus? Bonsoir, monsieur Wellington. Je suis le professeur Mandelson. Super, qu'est-ce que je peux faire pour vous servir? Ta gueule, je t'ai dit. Contente-toi de répondre aux questions qu'on te pose. J'ai cru comprendre, en lisant votre casier judiciaire, que vous étiez dans une situation assez délicate. Vol à main armée, double homicide sur des caissiers de supérette, délit de fuite, voie de fait sur un agent de police. Mauvaise journée, manifestement. Mauvaise journée. Non. Je me suis rarement autant éclaté de ma vie. Les voir se chier dessus. Ils avaient qu'à me la filer, cette caisse. Mon équipe et moi-même sommes actuellement à la recherche de volontaires pour une expérience que nous souhaiterions mener. En échange, bien évidemment, d'une échappatoire à la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Du genre, vous êtes qui d'abord? Qui ça, nous? Pourquoi je vous ferais confiance? Parce que je crains que vous n'ayez d'autre choix pour échapper à la chaise électrique, monsieur Wellington. D'accord. Ça me dit pas qui vous êtes, ni en quoi elle consiste, votre expérience à la con. Disons que nous travaillons pour une branche militaire de notre bon gouvernement. Vous n'avez pas à en savoir plus. Actuellement, nous travaillons sur l'utilité du sommeil chez l'être humain. Et je n'ai pas besoin de vous énoncer les avantages que nous pourrions obtenir si nous pouvions faire en sorte que nos braves soldats n'aient plus besoin de dormir. Votre seul travail consisterait à prendre un traitement, tous les jours, visant à inhiber le sommeil. Des cachets? C'est tout? Et je suis libre? C'est tout. Vous serez libre si vous terminez l'expérience, bien évidemment. Vous serez placé dans une cellule sécurisée, dans un de nos centres. Et comment je peux être sûr que c'est pas dangereux, votre truc? Vous ne pouvez pas. Pourquoi pensez-vous que nous le proposons à un condamné à mort? La décision vous appartient cependant. Néanmoins, je ne garantis pas, en cas de refus, pouvoir empêcher votre transfert dans la prison d'État. Et je me dois de vous rappeler les traitements que subissent les meurtriers là-bas. Votre exécution, m'a-t-on dit, n'est pas prévue pour tout de suite. Il n'a pas tort, cet enfoiré. Et j'ai entendu dire qu'il déconne pas là-bas. Il paraît qu'il retrouve régulièrement des prisonniers démembrés dans les douches. Les pires ordures y sont enfermés. Il serait capable de repousser mon exécution pour que j'accepte. Et puis merde. Très bien. Je vais participer à votre truc, mais vous avez intérêt à tenir parole. Formidable. Signé ici, là et là. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas vous laisser savoir où nous allons. À bientôt, monsieur Wellington. Quoi? Lâchez-moi, putain! J'ai des droits et... J'ai bien peur, monsieur Wellington, que vos droits nous appartiennent à partir d'aujourd'hui. Je me suis réveillé ce qui semblait être quelques secondes plus tard, dans une cellule vide. Ces enfoirés m'ont shooté. Au moins j'ai un lit. Et des chiottes. J'ai même une télé. Ils me regardent, je vois leur caméra. Ma tête, putain. J'ai l'impression qu'elle va exploser. Et ces murs blancs m'aident pas. Qu'est-ce qu'ils m'ont injecté? Où est-ce que je suis? Bonjour, monsieur Wellington. Bien dormi? Où je suis, putain? C'était vraiment la peine de m'endormir? Surveillez votre langage, je vous prie. Vous êtes prêt à participer à notre petite expérience? J'ai le choix? Non, prenez ces cachets, monsieur Wellington.
Au début, rien n'était inhabituel, c'était même agréable. Je sais pas ce qu'ils foutaient dans leurs pilules, mais je me sentais en forme. Même sans dormir. Sûrement des amphétamines. Les 3 premiers jours étaient les plus étranges. C'est difficile à décrire, mais le temps prend une autre dimension quand on ne dort pas. C'est à partir du 7e jour que j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. J'ai entendu des bruits dans les pièces d'à côté. Je pensais être le seul dans leur centre. J'avais pas eu vent d'autres volontaires dans mon cas. Pourtant, je suis sûr de moi. J'entendais des pleurs, des grattements, parfois des rires. Mais le plus souvent, c'était le silence total. J'avais des livres et la télé pour m'occuper. Ils me nourrissaient aussi à travers le tiroir dans la porte. C'était dégueulasse, mais bon, ça ne pouvait pas être pire que la bouffe de la tôle. Je m'étais habitué au tour de garde des surveillants, probablement ceux qui me donnaient les médocs et la bouffe à des heures fixes. Ils me parlaient jamais. Je savais même pas quel genre de surveillants c'était. Des flics? Des surveillants d'asile? Aucune putain d'idée. Je savais juste qu'ils passaient régulièrement, me donnaient de quoi survivre, et parfois des bouquins. Ils m'ont même donné un Guinness Book. Peut-être pour que je puisse constater que le record du monde sans sommeil était de 11 jours. Moi, j'en étais au 10e. Toujours pas la moindre sensation de fatigue. Par contre, les rires et les pleurs étaient de plus en plus fréquents et commençaient à se ponctuer de plus en plus de hurlements, à la fois tristes et désespérés. Comme si des gamins étaient en train de me supplier ou quelque chose. Ça commençait à me rendre dingue. Et ils ne fermaient pas leur gueule, même si je hurlais dessus. Il fallait que ça s'arrête. « Y'a quelqu'un !» hurlai-je. Pas de réponse. « Répondez-moi, bordel! Je sais que vous êtes là! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout ce bordel autour? Eh oh !» Bonjour, monsieur Wellington. L'expérience se passe bien? Je commence à en avoir ma claque. Faites-moi sortir. Vous savez très bien que c'est impossible, monsieur Wellington. Vous avez signé. J'ai signé pour participer à une expérience, pas pour péter un plomb. Qu'est-ce que vous foutez à côté? Vous torturez des gosses ou quoi? Dites-leur de fermer leur gueule. Il n'y a que nous ici, monsieur Wellington. Pas d'enfants. Juste nous. Alors pourquoi j'entends autant de bruit? Cet enfoiré arrêtait de me répondre. Jour 13. Les hurlements devenaient de plus en plus assourdissants. Les pas, les pleurs, les cognements. C'était forcément le traitement. J'ai fini par arrêter de le prendre. Ils s'en sont rendus compte quand j'ai fini par bâiller. J'ai finalement vu leur tronche à ces putains de surveillants, des malabars en tenue blanche. J'aurais préféré les rencontrer dans d'autres circonstances que dans celles où ils m'éclatent les rotules à coups de matraque pour me faire avaler de force leur cachet. J'imagine que je n'avais réellement plus aucun droit. Qu'est-ce que j'avais signé? Jour 18. Non, 19. Je perds le compte. J'arrive plus à me concentrer. Quelque chose passe régulièrement devant ma chambre. Quelque chose au pas lourd. Il ne s'arrête jamais. Généralement, elle s'arrête dans ce qui me semble être la pièce d'à côté. C'est là que les hurlements commencent. Il faut que je dorme. Je commence à devenir fou. J'ai l'impression que les murs de ma cellule commencent à changer, à brunir, à devenir plus sales et poussiéreux. J'ai l'impression que mon lit grince maintenant. Peut-être que si je perdais connaissance, je pourrais dormir un peu et faire cesser tout ça. Un coup de tête sec sur le mur devrait... Jour... Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Bonjour, monsieur Wellington. Qu'est-ce que vous m'avez fait? J'ai réussi à dormir? L'expérience est finie? Tout le contraire, monsieur Wellington. Nous aurions préféré ne pas en arriver là. Mais vous avez décidé de devenir têtu. J'ai mal à la tête. Et pourquoi j'ai une plaie derrière l'oreille? Ils m'ont opéré? Putain... Comme je vous le disais, nous avons décidé, devant votre insubordination, à passer à l'étape supérieure. Voyez-vous, il y a une zone qui contrôle le sommeil, dont le tronc cérébral. Je ne vais pas vous faire un cours d'anatomie, monsieur Wellington. Sachez simplement que cette zone se retire assez simplement, chirurgicalement. Tout ceci est de votre faute. Bande de... Ah, putain, ma tête va exploser, bordel. Il faut que je sorte d'ici. La porte... La porte? C'est quoi cette porte? Je suis pourtant sûr que cette porte était métallique avec un tiroir au milieu. Je sais, je l'ai vu sans arrêt, tous les jours. Merde, la cellule, c'est une chambre. Où est-ce que je suis? J'étais devant une porte en bois vieille et fissurée. La pièce aussi avait changé définitivement. Je veux dire, cette fois-ci, cligner des yeux ou secouer la tête ne suffisait plus. Je dois partir. Peut-être que cette porte s'ouvre.
qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça ne ressemble pas à un couloir d'asile. Où est-ce que je suis? J'étais dans un long couloir vide, comme un couloir de dortoir ou d'internat, plein de poussière. Je la voyais flotter à travers les vitres, cassée et abîmée. Dehors, il y avait une grande forêt. Le parquet grinçait sous mes pieds. Je percevais les hurlements clairement maintenant. C'étaient des enfants. Je me rapprochais de la chambre qui était à côté de la mienne. J'entendais ce qui ressemblait à des réprimandes de quelqu'un ou quelque chose. Peut-être le truc qui passait régulièrement devant ma porte. Peut-être qu'en collant mon oreille, je pourrais entendre ce qui se passe. Bonjour. Mon sang se glaça. Je restais plusieurs longues secondes sans me retourner. Tu ne devrais pas être ici. Mère Kasparov va te trouver si tu restes dans le couloir. Il ne faut pas rester dans le couloir après le couvre-feu. C'était un gosse. Pas plus haut que 3 pommes. Il était apparu juste derrière moi. J'aurais juré être seul dans le couloir. Il était pâle, squelettique. Les bras, les jambes, couverts de bleu et de coupures. Mais le pire, c'était le trou béant qu'il avait à la place de l'oreille droite. Putain, mais t'es qui, toi? Pas de réponse. Réponds-moi, on est où, ici? Tu devrais vraiment rentrer dans ta chambre. Elle va être très en colère. Tu es un adulte. Toi, elle va pas te prendre qu'un œil. Mais qui, Elle est là! Je me retournai vers le bruit, au bout du couloir, donnant sur un deuxième corridor perpendiculaire. Je vis avancer doucement une vieille dame. Elle chantait une espèce de comptine. C'est ça dont ils font que j'ai peur? Une grand-mère? Elle traînait quelque chose au bout d'une corde. Oh merde. C'est une gamine, encore vivante. Le nœud de la corde autour de son cou, son visage était déjà bleu. Ses doigts se crispaient, cherchant un moyen de se libérer. Il faut que je me barre d'ici. J'ouvrais la porte la plus proche de moi et je l'ai très vite regretté. Cette porte, c'était celle de la chambre à côté de la mienne. C'est pas possible. Je comprends maintenant d'où venaient tous ces hurlements. Dans cette pièce, il y avait plein de gosses, mutilés de la pire des manières. Certains étaient encore en vie. Un gamin qui devait pas avoir plus de 5 ans cherchait à remettre ses intestins à la bonne place. Un autre essayait de ramasser son nounours alors qu'il n'avait plus de doigts. C'était trop pour moi. J'ai fini par vomir tout ce qu'il me restait dans l'estomac et à tomber à genoux. Je n'arrivais pas à poser les yeux à un endroit, sans gosse atrocement démembré. Le bruit de la gamine qui raclait le sol se faisait de plus en plus proche. Elle m'avait vu. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Je vais me réveiller. Rapport d'expérience numéro 6073, professeur Mendelssohn. L'expérience est un échec. Le sujet a tenu 18 jours sans dormir. Après avoir eu des propos de plus en plus incohérents, associés à ce qui semblait être des hallucinations, le sujet a arrêté de parler et de s'alimenter. Il a été retrouvé ce jour, décédé à 12h48. La cause du décès semble être des fractures multiples des vertèbres cervicales. Les membres du sujet ont été broyés en multiples endroits. Les caméras de sécurité ont eu un dysfonctionnement à l'horaire susmentionné. Sans panne retrouvée. Fin du rapport. Le prochain sujet est en route. Quand j'avais 6 ans, mon père m'a appris à transformer une feuille de papier en avion. Je pensais que c'était la chose la plus cool du monde. Je suis sûr qu'il l'a aussitôt regretté, car pendant environ 1 an, chaque étage de la maison a été recouvert de mes créations. J'observais, caché dans un coin, et je les lançais sur mes parents sans méfiance, faisant des bruits d'avion et des bruits de crash alors qu'ils atteignaient leur cible. Quand j'en avais assez de leur réaction, je m'attaquais à ma sœur aînée. Elle avait beaucoup moins de patience que papa et maman, et elle essayait de me les renvoyer de toutes ses forces. Cela me laissait toujours à bout de souffle, à force de rire. J'avais appris par expérience qu'ils tournaient inutilement dans les airs si vous les jetiez trop fort. Un jour, peu de temps après mon 7e anniversaire, j'étais seul dans ma chambre, à genoux, sur mes draps Buzz et l'éclair,
un bout de langue sorti pour témoigner de ma concentration. Je venais de terminer un chef-d'œuvre absolu d'avion à réaction, en utilisant mes crayons pour le décorer avec des lignes parfaites, avant de griffonner un nom le long de son aile. Un nom que je trouvais cool, Jetstream. Après l'avoir fini, je l'ai tenu dans les airs et j'ai admiré mon travail. Je me suis relevé d'un coup, j'ai préparé le décollage et je l'ai laissé planer. Il s'envola, s'inclinant de ci, de là, alors qu'il rasait les 4 murs avant de s'écraser quelque part hors de ma vue. Je n'ai entendu aucun impact. Je me suis alors précipité pour essayer de trouver où il avait pu atterrir et j'ai senti mon cœur se serrer. Il avait traversé la porte entr'ouverte du placard. Cet espace exigu m'avait toujours terrifié en tant qu'enfant. Cet espace semblait juste plus sombre qu'il n'avait le droit de l'être. Je pouvais pas voir où mon avion s'était immobilisé au-delà du seuil noirci. J'étais comme une statue, essayant de rassembler mon courage pour le récupérer, quand la pointe d'un avion blanc est sortie de nulle part pour atterrir sur mes genoux. Et je le regardais, le cœur battant furieusement, mais ce n'était pas mon chef-d'œuvre. C'était un simple travail d'amateur, avec un smiley triste dessiné sur l'aile. Quelques lettres étaient également visibles près du centre de l'avion, descendant dans le pli. Je l'ai déplié et aplati. Les lettres disaient simplement « Pat ». Curieusement, j'étais plus confus qu'effrayé et j'ai amené l'avion à mon père pour voir ce qu'il en pensait. Bien sûr, il n'a pas vraiment cru ce que je lui ai dit, détournant son attention après à peine un coup d'œil. Il a dû penser que j'essayais juste d'échapper à la soirée Pat depuis que j'avais développé un dégoût prononcé pour ce plat. Une multitude d'avions se sont enchaînés dans les années qui ont suivi, bien que, personnellement, je n'en ai jamais fabriqué d'autres. Parfois, je les entendais glisser et s'arrêter sur le sol sombre de ma chambre la nuit. D'autres fois, je tressaillais lorsque l'un d'entre eux me frappait doucement sur le côté de la tête au milieu de la journée. Ils étaient tous marqués d'un visage heureux ou triste, et à l'intérieur de chacun se trouvait une prédiction, soit de l'avenir immédiat, soit de quelque chose qui s'était déjà produit. Smiley heureux, jouer au catch avec papa. Smiley heureux, plat emporté ce soir. Smiley triste, les grands-parents rendent visite. Les messages étaient soit très évidents à comprendre, soit complètement absurdes, et ils comprenaient presque toujours des fautes d'orthographe. Les prédictions n'ont jamais dépassé le cadre de ma vie, et les messages étaient rarement substantiels. Personne n'a jamais semblé remarquer les avions en papier se matérialisant à partir de rien, juste devant eux. J'ai appris très tôt qu'essayer de convaincre les gens du phénomène était un effort vain. Ils l'ont complètement rejeté et ne semblaient pas du tout intéressés par la pile d'avions abandonnés que j'ai pu leur montrer. Et donc, chaque fois qu'il y en avait un, je le prenais, lisais le message à l'intérieur et je le cachais de tous. Au fil du temps, cela me paraissait même plus étrange. Cela faisait simplement partie de ma vie. Certains jours passaient sans qu'un seul avion n'apparaisse. D'autres, j'en obtenais une demi-douzaine. Smiley heureux, vacances. Celui-là, c'était pour un séjour surprise à Disneyland. Smiley triste, nez cassé. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais 12 ans et que j'avais froncé les sourcils en lisant ce message au milieu d'un terrain de foot, avant que le ballon ne me frappe en plein visage. Smiley heureux, Jessica part. Ma sœur avait déménagé et j'ai pu récupérer sa chambre vide. Smiley heureux, elle t'aime bien. L'avion a atterri sur la table devant moi alors que mon professeur de chimie lisait son cours nonchalamment. J'ai jeté un coup d'œil dans la classe jusqu'à croiser le regard d'une fille nommée Emily et je l'ai invitée à sortir plus tard dans la journée. Smiley triste, intoxication alimentaire. J'ai dit à haute voix « Ouais, merci de me le faire savoir » en balançant l'avion dans une poubelle à côté des toilettes, tout en continuant à vomir mon repas dans la cuvette. J'entendais Emily me demander comment j'allais à travers la porte. Je laissais mes gémissements parler d'eux-mêmes. Smiley heureux, c'est un oui. Je souris et mis une main dans la poche de mon manteau, mes doigts se refermant autour d'un petit cube de velours. Au fil du temps, les avions semblaient évoluer en complexité. Ils devenaient de plus en plus aérodynamiques et la couleur et la qualité du papier changeaient parfois, comme si la divinité qui me les envoyait apprenait. Un jour, avant de partir au travail, je suis tombé des escaliers, étourdi par le manque de sommeil. J'ai trouvé un petit avion bleu en forme de jet posé sur la table de la cuisine. Il était estampillé d'un visage triste, beaucoup plus grand que ce que j'avais jamais reçu auparavant. Mes mains tremblaient alors que je saisissais les ailes
et je les écartais. Il est parti. Les funérailles de mon père ont été les premières auxquelles j'ai assisté. J'ai fait de mon mieux pour rester fort pour ma mère et ma sœur. Mais ce n'était qu'une apparence. Ça m'a durement touché. Émilie a vraiment été un ange pour moi pendant cette épreuve. Quand je ne parvenais pas à sortir du lit, elle m'apportait des repas chauds et me forçait à les manger. Quand j'ai perdu mon emploi, elle a fait plus d'heures pour me soutenir. Je ressentais une culpabilité horrible en voyant le fardeau que je lui imposais. Et ça ne faisait qu'empirer les choses. Alors pour elle, j'ai réussi à me relever pour essayer de reprendre le contrôle de ma vie. Puis, quand le monde a finalement semblé à nouveau plus lumineux, j'ai senti quelque chose effleurer mon bras, et j'ai baissé les yeux pour apercevoir un smiley souriant au sol. Enceinte. Émilie a donné la naissance à notre fils Ryan en janvier 2020. C'était un petit gars pétillant, et je l'aimais de tout mon cœur. Les gens nous arrêtaient souvent, Émilie et moi, dans la rue, juste pour nous dire à quel point il était mignon. Quelque temps après la naissance de Ryan, les avions ont soudainement cessé d'apparaître. Les premiers jours, je remarquais à peine leur absence. Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Ma femme a fini par comprendre et m'a demandé ce qui me dérangeait. Au risque de paraître fou, je n'ai pas pu m'empêcher de tout lui dire. De mon père, qui m'a appris à fabriquer des avions en papier quand j'étais enfant, jusqu'aux phénomènes bizarres que je ne pouvais pas expliquer. Son expression transpirait le scepticisme. Alors je me suis baissé et j'ai sorti la boîte à chaussures sous le lit avant de jeter une centaine de feuilles de papier froissées dessus. À la façon dont elle a réagi, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'araignées. Je n'ai pas conservé tous les avions en papier que j'avais reçus, seulement les plus importants. J'ai brandi l'avion du cours de chimie. J'ai même trouvé la prédiction de mon nez cassé. Et je lui ai montré, en pointant du doigt mon arête tordue. J'avais l'impression qu'elle essayait tant bien que mal de détourner son regard des messages. Émilie savait que j'étais un homme rationnel. Et je n'ai jamais été du genre à inventer quelque chose comme ça. Et ça ne ressemblait certainement pas à une très bonne blague. Elle a fait de son mieux pour me croire. Mais c'était comme si c'était douloureux pour elle d'y penser. Finalement, elle s'est mise en colère contre moi. Comme tous les autres finalement, avec qui j'avais essayé d'avoir cette discussion. Puis, on s'est disputé. Un peu plus tard dans la soirée, elle m'a embrassé doucement par derrière pendant que je faisais la vaisselle, s'excusant abondamment et me disant qu'elle avait aucune idée de ce qui lui arrivait. Elle n'a cependant pas dit un mot sur les avions en papier. Émilie est tombée violemment malade cette nuit-là. J'ai dû l'emmener aux urgences, berçant Ryan, bouleversé dans mes bras. Les médecins ne pouvaient pas me dire ce qui n'allait pas chez elle. J'avais l'impression qu'un nœud se développait au creux de mon estomac, alors que j'élaborais une théorie écœurante. Un grand avion en papier tourna au bout du couloir, planant sereinement vers nous et s'arrêtant à mes pieds. Ma bouche était sèche, alors que je l'ouvrais avec mon pied. Elle est partie. Après le décès d'Émilie, j'ai envoyé Ryan vivre avec ma mère pendant un certain temps. Elle avait peur que je fasse quelque chose de stupide, mais j'ai promis que c'était pas ça. Je n'avais juste pas la capacité de prendre soin de moi à l'époque, et encore moins d'un enfant. J'en ai profité pour débarrasser ma maison de ses meubles, en brûlant le tout en un amas colossal dans le jardin, avec une boîte à chaussures pleine d'avions en papier bien au centre. Ce n'est que lorsque j'ai été absolument certain qu'il ne restait plus un seul embout de papier dans les braises que j'ai finalement commencé à redécorer. Mon téléphone était constamment allumé, avec des appels de membres de la famille dans les temps qui ont suivi. Mais, tout bien considéré, il était impossible pour moi de les convaincre que j'allais vraiment bien. Me débarrasser des avions avait été une expérience libératrice, et je devais encore penser à Ryan. Tout ce qui comptait était de le garder heureux et en sécurité. À l'occasion du 3e anniversaire de la mort d'Émilie, je me suis enfin senti prêt à lui rendre visite. Ma mère a ouvert la porte avec un sourire chaleureux, tenant mon fils dans un bras et m'attirant dans une étreinte serrée avec l'autre. Ma sœur Jessica était dans le salon, allongée sur le côté et entourée d'un assortiment de jouets. On dirait que Ryan t'a bien occupé. Ouais, juste un peu. Elle se leva pour me faire un câlin. On a de la chance que maman ait gardé tous nos vieux jouets. Tiens donc, on parle de moi? Vous savez où Ryan a trouvé ça? J'ai suivi son doigt tendu et senti mon souffle se bloquer dans ma gorge. J'ai reconnu exactement ce qu'il serrait dans son petit poing. Ces lignes parfaites, des couleurs aussi vives que le jour où je les ai faites, et le texte bancal, griffonné sur le côté qui disait « Jetstream ». C'était, sans l'ombre d'un doute, mon ancien chef-d'œuvre.
Des cris ont rempli la pièce lorsque Ryan s'est effondré sur le tapis, des larmes rouges coulant sur ses joues potelées. Alors que Jessica et ma mère couraient à ses côtés, je n'avais Dieu que pour l'avion abandonné qui tombait sous sa prise desserrée. J'ai fixé le smiley géant couvrant ses 2 ailes. Un smiley que je n'avais pas dessiné. La bouche esquissait légèrement un sourire. J'ai hésité avant d'enregistrer cette histoire de cette manière. Mais de toute façon, vu que dans moins de 15 minutes tout est fini, à quoi bon garder une partie de tout cela pour moi seul ? Puisqu'il me demande de laisser une trace, autant livrer mes sentiments réels à ce stade et la chronologie telle que je crois l'avoir vécue. Tout a commencé innocemment. J'ai toujours été fasciné par les histoires effrayantes, les creepypastas, les légendes urbaines. Avant que tout ça ne commence, je travaillais sur un site, coupé du monde, une petite île. Inutile de vous dire où ni ce que j'y faisais, ça n'aurait pas d'intérêt pour la compréhension de mon récit. Juste un site isolé, c'est tout ce qui compte. J'avais pris l'habitude de me balader la nuit après le boulot, après avoir appelé ma femme et mes gosses, depuis l'unique point de communication du site. J'adorais ces moments, ou en écoutant des podcasts sur ma thématique préférée. Je marchais tranquillement, tantôt sur la plage, tantôt près d'une falaise, ou encore dans les sous-bois odorants éclairés par la pleine lune. Bref, 1 heure ou 2 par jour d'extraction de ma condition de travailleur isolé suffisait à me redonner l'élan et la concentration nécessaires pour continuer le travail le lendemain. Ce que je kiffe le plus dans l'écoute de ce type de podcast avec de bons écouteurs, c'est l'immersion qui en découle, et la sensation de proximité avec les auteurs, animateurs de ce type de médias. Une telle proximité que j'ai commencé à en suivre quelques-uns sur les réseaux sociaux. Il y avait les incontournables, Carl et Mathieu du Bureau des Énigmes, et inspirés d'histoires vraies, la librairie folklorique japonaise, Dans les Ténèbres, Nuit sans sommeil, et celui que j'ai découvert plus tardivement et qui est à l'origine de toute cette histoire, avant d'aller se coucher. Au début, j'étais parfois mal à l'aise avec certaines histoires, vraiment terrifiantes, à propos d'enfants martyrisés ou pire, d'anthropophagie, de tueurs en série, de monstres, le plus souvent humains, mais pas que. Je téléchargeais systématiquement chaque nouvelle émission sur mon téléphone portable, mais je n'écoutais pas toujours les histoires en entier. Ça semblait si réel avec ces voix qui pénètrent dans l'oreille interne directement jusqu'au cerveau, une réalisation digne d'Hollywood en termes d'effets sonores, que c'était parfois compliqué pour moi d'arriver au bout, surtout pour les histoires avec des gosses. Est-ce parce que je suis moi-même un père de famille, qui ne peut pas voir ses enfants tous les jours ? Je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, c'est les histoires qui me touchaient le plus. Les histoires étaient toujours assez horrifiques, mais parfois tournées vers le surnaturel, plutôt que sur la folie destructrice des hommes. Cela me convenait mieux. J'ai commencé à échanger sur Facebook avec les auteurs, qui m'ont proposé de citer mon nom parmi les auditeurs fidèles, et de leur proposer éventuellement une histoire à raconter sur leur podcast. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa d'imaginer un petit récit effrayant à partager avec d'autres fans de cet univers. Mais ça, malheureusement, ça n'arriverait jamais. Mon nom. Ils avaient cité mon nom parmi les auditeurs qu'ils remerciaient lors d'une de leurs émissions. Mon nom, bon sang. Pourquoi j'ai donné mon vrai nom ? Le lundi qui a suivi la citation de mon nom, j'étais convoqué au quartier général. Cela signifiait que cette semaine, pas de balade pour moi sur mon île mystérieuse, comme je me plais à la nommer affectueusement. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien me vouloir les types d'en haut à la surface ? J'ai pourtant passé mon dernier scanner le mois dernier. Normalement ce n'est que tous les 3 mois. À ce stade j'étais juste contrarié par le fait de ne pas pouvoir continuer mon exploration des vestiges d'une lointaine époque d'occupation de l'île, que j'avais découvert la semaine dernière. C'était assez bizarre comme métal et comme forme. Encore plus bizarre que la matière difficilement définissable qu'on essaie d'extraire au fond d'un puits dont personne ne connaît la profondeur. Bref, impeccable pour une observation plus fine en écoutant le Bureau des Énigmes. Et si d'aventure je découvre quelque chose d'un peu flippant, je zapperai sur Dans les Ténèbres ou sur Avant d'aller se coucher. Tandis que je patientais dans la salle d'attente immaculée, froide et humide, mon esprit vagabondait de plus en plus loin, empli de spéculations sur ce que j'avais découvert la semaine dernière et sur ce que je pensais y découvrir sur nos lointains prédécesseurs. Lointain, c'est le bon mot pour distant. Distant à la fois dans le temps et dans l'espace.
Ouais, c'est ça. Je tiens un truc là. Un début de raisonnement éclairé et non influencé, et ce malgré les médocs qu'ils nous font prendre avant chaque descente, ceux-là même qui nous empêchent d'appréhender la profondeur du puits. Le grincement de la porte capitonnée qui s'ouvrit me fit revenir à moi. Monsieur J, veuillez entrer s'il vous plaît. Je m'exécute immédiatement et je remarque un léger vertige en me levant brusquement. Ça m'arrive de plus en plus souvent depuis que je travaille sur l'île. Enfin, je devrais plutôt dire sous l'île. Mais je n'y prête pas plus attention que ça, car ça passe, presque aussitôt. Enfin, je crois. C'est vrai que j'ai de plus en plus de mal avec la notion de durée. Encore les médocs, ou les ondes radio d'en bas. Le doc du quartier général qui ne quitte jamais sa blouse blanche et ses gants bleus était là, debout au milieu de la pièce. Au fond de la pièce, la glace sans teint laissait penser que nous étions observés. Sans doute le commandement du quartier général et quelques investisseurs. On a l'habitude d'être observé dans tout ce qu'on fait de toute manière. Ça fait partie du contrat et des clauses de confidentialité. À ce stade, j'ignorais encore totalement pourquoi j'étais là. Ça fait bien 2 ou 3 minutes que je suis planté devant le doc et que rien ne se passe. Non. Ou alors environ 5 secondes, impossible à dire. Vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur J? Non, pas vraiment. Putain, non, j'en sais rien du tout, gros. Vous en êtes certain? À cet instant, je me disais, ils ont dû voir sur les caméras que je me suis aventuré en pleine nuit un peu plus loin que la zone autorisée pour le personnel. C'est sûrement ça, quoi d'autre. Mais d'un naturel méfiant, je continuais de faire celui qui ne comprenait pas ce qui se passait. Non, je ne vois pas. Si je vous dis que nous sommes intrigués par les inepties que vous écoutez pendant vos virées nocturnes, monsieur J, alors, toujours rien? Plus je réfléchissais, moins je comprenais. D'accord, quand j'ai accepté ce boulot, je savais bien que ma vie privée ne le serait plus vraiment. Mais de là à s'intéresser à ce que je peux écouter en dehors de mes heures de travail, je ne comprenais toujours pas. Quel mal y a-t-il à écouter des histoires flippantes au hasard d'une promenade? Vous n'avez pas oublié ce que nous cachons ici, monsieur J. Vous n'ignorez pas non plus à quel point vous êtes surveillé sur l'île, sous l'île, sur le continent et même lorsque vous regagnez votre foyer. Oui, je me doute bien. Alors qu'est-ce qui vous a pris de donner votre vrai nom en pâture à un média porté sur le surnaturel? Si c'est la fois où une de ces histoires ressemblait à nos activités, c'était sur un podcast dont je me suis désabonné. Ce n'est pas cela dont je vous parle. Nous savons que vous avez arrêté d'écouter Ufologie insulaire. C'est du fait que vous ayez donné votre nom à des gens bizarres. Putain, parce qu'ici c'est pas bizarre. Désolé, ça n'arrivera plus. En effet, ça n'arrivera plus. J'étais habitué à des relations assez fermes avec ma hiérarchie, mais pas aux engueulades. Cela me troublait. Vraiment. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'après cette conversation qui allait rapidement se transformer en interrogatoire, tout serait fini. S'il respecte les termes du contrat, ma femme va recevoir une lettre lui indiquant que mon corps n'a pas été retrouvé suite au naufrage du bateau qui me conduisait sur mon lieu de travail, ou bien qu'il y a eu un accident d'ascenseur et qu'il ne restait rien de présentable. Elle allait toucher un pécule, l'assurance allait finir de rembourser la maison et les études des gosses seraient financées par je ne sais quelle obscure fondation pour l'émancipation des orphelins. Les inhibiteurs qu'on prend tous les matins faisaient que je ne m'inquiétais pas du tout pour moi, seulement pour ma famille. Mais c'était tout de même bizarre de se dire que mon histoire serait à jamais effacée. Les secrets de l'île, les créatures et les technologies qu'elles abritent à jamais cachées du grand public. Après, ce sera certainement une injection de je ne sais quel produit, dérivé des technologies découvertes lorsque la société qui m'emploie a pris possession de cette île. Mon île mystérieuse. Maintenant pour moi maudite. Bingo, c'est une piqûre. On me laisse 1 heure seule dans la salle capitonnée avec une cassette et un enregistreur. 1 heure afin que, comme ils disent, je puisse déposer mon testament et mes avertissements pour les générations d'employés qui me succéderont après ma disparition. Les idées et les mots s'enchaînent. Bizarrement, cette injection fatale, létale à terme, me rend progressivement mes facultés mentales. J'ai l'impression que tout va beaucoup plus vite dans ma tête. Je prends conscience que cette piqûre me détoxifie de toutes les saloperies que j'ai avalées pendant ces 12 années passées ici. Enfin, pas toutes, pas les inhibiteurs, car je n'ai pas du tout peur de disparaître. À toi qui écoutes ce message, ne sachant pas qu'il s'agit d'un énième test en phase de recrutement, d'un avertissement, ou si je te dis la vérité, à toi qui sais déjà que si tu signes, à toi qui sais déjà que si tu t'engages, tu subiras un effacement sélectif de tes souvenirs, je me dois de solliciter en toi la création d'un point d'ancrage qui devrait rester gravé dans ta mémoire, quoi qu'il te fasse, quoi qu'il t'injecte. À partir du moment où tu travailleras ici, ne donne plus jamais ton vrai nom à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas déjà. Voilà. Je vais disparaître définitivement dans les minutes qui viennent. Mais ce qu'ils m'ont montré juste après l'injection, et dont ils m'ont interdit de parler ici, me rassure sur le devenir de l'humanité, dans l'après. Enfin, si on peut encore parler d'humanité et d'humain, après la mise à exécution
du grand projet. Je viens de découvrir ce podcast. Entendre les histoires de tout le monde m'a fait me sentir moins seul. Alors j'ai décidé de partager ma propre histoire. Je suis pas quelqu'un d'expressif, loin de là en fait. Et mon expérience est devenue un lointain cauchemar. Mais elle hante toujours ma vie, à jamais. Au début des années 90, je me revois porter un baggy et un t-shirt que j'avais volé à un pote, et que j'avais pas l'intention de rendre. Je marchais gaiement, sans me presser, même si j'avais une maison avec des enfants et une femme qui m'attendait. Mais j'ai décidé qu'il pouvait attendre. Je poursuivais un petit chaton noir qui venait d'effleurer ma jambe. Quand j'ai essayé de l'attraper, il s'est précipité dans une ruelle. Je l'ai tout de suite poursuivi, laissant la nuit m'emmener là où elle voulait que j'aille. Chaque fois que j'étais à 2 doigts de l'attraper, j'apercevais sa queue serpenter dans un coin de rue plus loin. Après quelques détours, j'ai réalisé qu'il m'avait conduit dans une partie déserte de la ville. Pas abandonné genre en ruine, mais abandonné comme une construction inachevée. J'étais dans un quartier que j'avais peut-être traversé une fois ou deux. Je me souviens même plus du nom de la rue. La plupart des bâtiments étaient des devantures de magasins surmontés du squelette de futures constructions. Je suis sûr que si vous y retournez aujourd'hui, le quartier ressemblerait à Manhattan. Plus bas dans la rue, je pouvais voir des engins de chantier abandonnés. Les ouvriers étaient rentrés chez eux pour la nuit. J'ai pensé à rentrer chez moi, mais j'ai vu le chaton bondir avec grâce sur une pelleteuse. Psst, psst, psst. J'ai essayé de l'appeler, pendant que ce maudit chat commençait à lécher son pelage crasseux. Faire un pas en avant a été la pire erreur de ma vie. La route avait connu des jours meilleurs, et j'avais cru qu'elle resterait stable sous mon poids. La lumière vacillante du seul réverbère éclairait à peine un trou discret qui se trouvait au centre de la route. Mon cerveau l'a même pas calculé à l'époque puisque ces nids de poules envahissaient la route. Je m'avançais et sentis le monde disparaître sous mes pieds. L'obscurité a envahi ma vision et aussitôt, tous mes sens se sont éteints. Quand je me suis réveillé, j'arrivais pas à me rappeler qui j'étais ni ce qui s'était passé. C'est cette odeur qui m'a réveillé et qui m'a chatouillé les narines. C'était la première chose dont je prenais conscience. La suivante était le bruit lointain d'un ruisseau chuchotant. Tout dans cet endroit vivait dans l'ombre. Tout ce qui était possible de voir n'existait que parce qu'il était moins sombre que les choses qui l'entouraient. Pourtant, je ne distinguais que des formes abstraites. La douleur s'est intensifiée dans ma tête à peu près au même moment où j'ai remarqué que toute ma taille était couverte d'excréments. J'ai essayé de bouger pour m'extirper, mais rien. Je distinguais rien dans l'obscurité, à part des yeux. Un regard animal qui me fixait. La chose clignait des yeux de manière irrégulière, disparaissant quelques secondes avant de braquer à nouveau le regard vers moi. Puis elle s'est approchée. Les yeux appartenaient à un visage recouvert de couches de vase d'égout. Quand elle reculait dans le coin et fermait les yeux, elle disparaissait complètement. Mais elle voulait que je la voie. Elle sourit et ses dents brillèrent dans la pénombre. Sa bouche ressemblait à un puzzle qui avait perdu la plupart de ses pièces. J'ai essayé de m'éloigner d'elle, mais j'ai réalisé à ce moment-là que je pouvais pas aller plus loin. La dernière chose que j'ai remarquée à propos de ma situation, c'est que je ne pouvais pas bouger le bras gauche. Avec mon bras libre, j'ai tâtonné pour trouver ce qui m'handicapait. Mais ma main ne pouvait pas aller plus loin que mon épaule, en raison d'un mur de béton. J'ai lentement rampé le long du mur solide jusqu'à ce que j'atteigne mon épaule, et j'ai réalisé que ma main était dans le mur. La part raisonnable en moi disparaissait au fur et à mesure que je devenais fou. J'ai tiré mon bras à plusieurs reprises, mais il restait enseveli dans le mur. J'ai essayé de remuer mes doigts, mais ils restaient tendus, figés. Alors que je me débattais, l'eau des égouts éclaboussa les parois du mur et me couvrit encore un peu d'excréments humains. L'homme qui m'observait se mit à rire. Il gloussa comme s'il crachait son dernier repas, bien que je doute que cet homme ait mangé de la vraie nourriture un jour. J'ai essayé de reculer et de lever la main, mais je n'ai pas pu bouger. J'ai commencé à hyperventiler, je me suis mis à sangloter,
Mais cet homme n'arrêtait pas de rire et de s'éclabousser comme s'il était un bébé dans un bain. J'essayais de dire « S'il vous plaît, vous pouvez m'aider ?» Mais mon appel à l'aide est resté coincé dans ma gorge. Tu as des problèmes ? Tu as des problèmes ? Tu as besoin de moi ? Mais personne ne demande mon aide ? Mon aide ? Il répétait tout ce qu'il disait en double. Bloqué, je t'ai coincé, bloqué. Et maintenant, vous avez besoin de mon aide. Il se mit à sucer son pouce couvert de crasse. J'ai pas pu me retenir de pleurer. Je voulais pas avoir l'air d'un homme faible, mais toute cette situation était trop pour moi. J'ai répété mon appel à l'aide. Je n'arrivais pas à dire autre chose. Il se détourna et attrapa quelque chose d'un tas d'ordures à côté. L'homme revint avec un visage moins agréable. Au lieu de son sourire édenté, sa bouche se referma et ses yeux se remplirent de haine. Il me regardait, et je n'avais même pas l'impression qu'il puisse me voir en tant que personne. Ça m'a fait peur. Quelque chose tomba dans l'eau, peu profonde, à côté de mes jambes. Mes yeux se sont ajustés et j'ai vu un plateau repas Peppa Pig qui flottait. Dans le plateau, aligné maladroitement, se trouvaient 3 objets. Un cutter, un marteau et un morceau de ruban rouge épais au bord effiloché. Quand j'ai levé les yeux, j'ai croisé son regard à quelques centimètres du mien. Ses yeux brillaient. Non, flamboyaient de rage. Personne ne m'a aidé. Moi, je n'aide personne. N'aidez personne. Il m'a craché au visage et j'ai eu l'impression que ça me brûlait. L'homme retourna dans son coin pour m'observer. J'ai essayé de tirer à nouveau sur mon bras, mais c'était sans espoir. J'ai regardé le plateau devant moi et j'ai ramassé le marteau. J'ai frappé la tête plate sur le béton et j'ai essayé de me libérer. Les morceaux de mur sont partis en poussière et j'avais à peine fait une brèche. Je frappais encore une fois au même endroit dans le mur, mais je n'obtenais qu'un tas de poudre. À ce rythme, il m'aurait fallu des jours pour sortir mon bras du trou. J'ai posé le marteau sans prendre la peine de le remettre sur le plateau. J'ai regardé le cutter. Dans ma périphérie, les yeux de l'homme brillaient sur moi. Il m'étudiait, semblait-il. Plus il posait son regard sur moi comme une créature, plus j'avais envie de m'échapper. J'ai ramassé le ruban rouge parsemé des restes de déjeuner de quelqu'un et j'ai commencé à l'enrouler autour de mon bras. J'ai utilisé mes dents pour tenir une extrémité, tandis que j'attachais l'autre le plus serré autour de mon épaule. Un goût âcre rejoignait les autres sens désagréables. J'ai continué à tirer sur le ruban jusqu'à ce que mon bras ait l'air de pouvoir se détacher. Je fermais les yeux, emballais ma chemise pour mordre dedans et attraper le cutter. J'essuyais toute la saleté de la lame sur ma jambe et la positionnais à l'endroit où mon bras entrait dans le mur. Il se passa bien quelques minutes avant que je trouve le courage de le faire. Puis, une image m'est venue à l'esprit. Un rire qui démarrait de mon ventre et qui s'est rapidement envolé de ma bouche. L'homme s'est joint à moi avec son rire de hyène. Je me suis imaginé dans le roman Jessie de Stephen King. Je l'avais lu environ une semaine avant, peut-être un mois. Et pendant que je fermais les yeux, tout ce que je pouvais voir, c'était l'homme qui m'avait gardé captif, comme le Moonlight Man du roman. J'ai ri parce que j'ai pas pu finir le livre. C'était trop effrayant. Le rire était enivrant, alors j'ai juste passé la lame le long de mon épaule. Un liquide noir coulait sur mon bras. Quand la piqûre d'un millier d'abeilles s'est installée, j'ai crié. Je pouvais tourner mon bras, mais je ne pouvais toujours pas le retirer. J'ai pris la lame et je l'ai enfoncée dans le trou. Elle pouvait à peine entrer, mais j'ai réussi à faire entrer un maximum de sang dans le trou. Ça coulait vite dans tous les sens. J'ai tordu mon bras jusqu'à ce que je sente que je pouvais le retirer, et je l'ai presque fait sur le champ. Tout est allé si vite, mais je devais encore penser rationnellement. Si j'hésitais ne serait-ce qu'un peu, je risquais de m'évanouir et de perdre tout progrès que j'avais fait jusqu'alors. J'ai agi comme si je pouvais à peine m'en sortir. Du coin de l'œil, je pouvais voir 2 taches blanches jumelles se rapprocher. L'homme a bougé sans faire de remous. J'ai tâtonné avec ma main libre sur le sol, faisant en sorte de laisser le reste de mon corps le distraire. À chaque coup sec, une petite section de mon bras se détachait, et avec elle venait une fontaine de sang, recouvrant alors tout le côté gauche de mon corps. L'homme a continué à ramper vers l'avant, et était désormais à ma portée. Avec peu de remords, j'ai saisi le marteau et l'ai porté contre sa tête. Il tomba dans une profonde flaque de bouillie. J'ai sorti le reste de mon bras du trou et j'ai enfoncé les crochets du marteau directement dans son crâne. J'ai regardé derrière moi pour la première fois et j'ai trouvé un tunnel rond éclairé par un doux rayon de lune. Presque comme un rat,
J'ai couru hors des égouts et j'ai gravi les échelons vers le monde libre. À ce moment-là, j'agissais uniquement grâce à l'adrénaline, donc la perte de sang m'a rattrapé assez rapidement. Je pense que je n'ai fait que quelques pas avant de m'effondrer sur la route. S'il y a un Dieu, je le remercie tous les jours, car une équipe de police est arrivée dans le coin, peu de temps après que je me sois effondré sur le sol. Ils ont signalé un cri que plusieurs personnes ont entendu dans leur maison. Si seulement ils savaient ce qui se passait dans leurs égouts. Je me suis réveillé à l'hôpital, avec ma famille à mes côtés. Nous étions accompagnés de quelques policiers qui avaient une ribambelle de questions à me poser. J'ai répondu jusqu'à ce que ma tension artérielle commence à monter, et ils ont été escortés hors de la chambre par une infirmière. Lors d'une enquête ultérieure sur les égouts, ils n'ont pas trouvé l'homme, mais ils ont trouvé son matelas et sa réserve de nourriture. J'ai souvent vérifié dans les journaux, mais je pense pas qu'il ait été retrouvé. Il est peut-être mort, mais qui sait. Ça ne me hante plus autant qu'avant. 30 ans ont passé et j'ai déménagé dans un autre état. J'ai dit à mes enfants et petits-enfants que je me suis battu avec un chat de gouttière, et ils semblent le croire. Restez en sécurité lorsque vous êtes seul en ville, et assurez-vous de faire attention où vous marchez. Cela pourrait changer votre vie. Et le bonsoir. Bonsoir Indigo. Bonsoir Yop, comment ça va? Et écoute, ça va très bien. Ça va mieux? Par rapport au mois dernier, en fait, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oh là là. Tellement. On est désolé les Adados. Oh, ouais, ça va faire 2 mois, mine de rien. Ouais, c'est vrai, on était un petit peu dead. Enfin, surtout toi, là, t'as complètement eu 2 semaines HS. Oh là là, chopez pas la grippe les jeunes. Les jeunes, écoutez, chopez pas la grippe. Non mais c'est une horreur, en vrai, coucher vraiment 2 semaines HS, c'était impossible de faire quoi que ce soit, j'avais plus de voix en plus. Donc, pour un podcasteur, c'est dommage. Ouais, hein. c'est ça. Très compliqué, très compliqué. Donc, bah oui, forcément ça a repoussé, même toi je crois que t'étais sous l'eau. Là. Moi j'étais sous l'eau, et puis en plus j'ai eu le Covid, et bah, moi Ah par oui. contre il était assez easy quoi. Ouais, j'ai été down un peu pendant 3 jours, et puis c'était quoi. Bon. Mais bon, désolé du coup pour le mois qu'on a raté. Mais bon, c'est pour revenir en beauté Que pour le mois Jaja, de novembre. mais évidemment, évidemment. Et quel épisode qu'on vient d'écouter là? Ah franchement, Incroyable. Nigal qui passe à la maison, Oh là. et je lui dis bah, attends, viens, j'ai un micro. Et du coup, bah, c'est lui qui mène un peu la barque pour mais cet clairement, épisode. Hein. clairement. Franchement, on l'entend un peu partout. Trop bien. Franchement, Ça fait plaisir de ça- entendre ouais, sa voix. ça fait super plaisir. Ça faisait combien de temps? Ça faisait vraiment. Bah, depuis fin de saison dernière. Ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas entendu. Très longtemps, bah, carrément. Trop longtemps. Trop longtemps. Nigal revient. On a des micros et des chipsters. Donc merci Nigal d'être passé prêter ta voix dans un épisode. On a plein de remerciements hein, ce soir. On en a bah oui. énormément à passer. Donc bah, Nigal évidemment. On remercie aussi Hawk et Lily qui sont venus aussi prêter leur voix. Donc merci à vous deux. Pour la petite histoire, là, c'est pour Paper Planes. Ouais. Les voix de Hawk et Lily ont été enregistrées en août. Ça s'entend pas du tout. Non, c'est comme si on était tous présents dans la même salle. C'était ça les cigales dans le fond pas du tout. Non, mais- Aucun moment. J'ai dû retoucher un tout petit peu le son Ouais. parce que on avait laissé il faisait super chaud, on avait laissé ton ventilateur allumé. Ah mais oui, je me souviens. C'était cette histoire. Ouais, c'était ça. Ah là là. Mais ça va, c'est juste 2-3 phrases, tu vois, 2-3 répliques, mais on avait oublié de l'éteindre. C'est vrai ça. L'aspirateur. L'aspirateur, J'ai oublié de l'éteindre. On remercie, une fois n'est pas coutume, les auteurs sur Reddit qui acceptent qu'on traduise et diffuse leurs histoires sur un podcast français. On remercie donc Rouzaya qui a écrit l'histoire des avions en papier. Ouais. Et Joshua Manning pour Je n'irai plus dans les égouts. Donc merci à vous Merci deux, à si vous. vous écoutez cet épisode. J'espère que vous avez tout compris. J'espère qu'on n'a pas trop foiré sur la trad. Ouais, bah ouais. Évidemment, il y a des Adados aussi qui nous envoient des histoires. Donc merci à vous. Ouais. Il y a Nether qui a écrit L'Orphelinat.
Et puis Jean-Michel, c'est un nom d'emprunt évidemment, pour avertissement d'un ex-employé. Wink, wink. Et donc, on les a reçus il y a assez longtemps, ces histoires. On est un peu à la bourre, comme d'hab, un peu dans la lecture des histoires. Tellement. On peut répondre, mais plusieurs mois, mais vraiment pas mal longtemps plus tard. N'hésitez pas à nous relancer si on est vraiment trop long à vous répondre. C'est peut-être qu'on a zappé le mail en vrai. Hein. Donc c'est pas, on répond à tout le monde. Hein. Donc n'hésitez pas à nous relancer. Il y a pas de souci. Parce que en vrai, j'ai répondu à un mail à une histoire qui était vraiment trop cool. Je crois que c'était une Adados qui nous l'avait envoyé il y a genre 10 mois. Et en guise de réponse, j'ai eu un mail par défaut, tu vois, comme quoi la boîte était pleine. Ah, c'est triste. Du coup, j'étais un peu déçu. Oh quoi. non. Donc, c'est drôle. donc voilà, C'est abusé, mais c'est drôle. je pense que si on fait cette histoire, on la remerciera du coup en direct dans l'épisode. Ah ouais. Mm. Ah bah bien sûr. Bien sûr. En parlant d'histoire, continuez donc de nous envoyer des histoires sur hello@avantdallerdormir.fr. L'adresse est dans la description, évidemment. Vous connaissez. On avait parlé d'un projet il y a un petit moment déjà de ça. En début de saison, en Ça fait. date de septembre, il me semble, non Mm. Début de saison Début de carrément saison, ouais. Ah ouais, donc ça date encore bien plus longtemps. C'est un projet de l'histoire, la vie, la mort de Ronan Dumont. On a déjà reçu quelques histoires. Mais nous-mêmes, on avait un peu oublié en fait. Non, mais ouais, on a fait plein de choses en même temps aussi, entre-temps plutôt. Donc oui, mais on en a reçu d'autres et... peut-être on en a reçu 200. De toute façon, on est à la bourre pour lire les mails qu'on nous dit, donc on sait pas. Mais continuez de nous envoyer, ça nous tirait cœur vraiment si on pouvait sortir un épisode complet sur l'histoire d'un type qu'on connaît pas. Ou une saison Ce complète. serait vraiment Si cool. on en a 200, Une vraiment. saison, une saison. Le Ronan Dumont cast. Donc bah merci déjà à celles et ceux qui nous envoient des histoires. Et puis bah si ça vous tente d'écrire sur la vie de Ronan Dumont, lancez-vous. Carrément. Est-ce qu'on remercierait pas les patrons? Bah oui, exactement. Eh bien, on remercie Mabo, Morgi, ou Morgi, je ne sais pas, Morgi, Fanny, Gigi34, Érotique, Cyrielle, Aloïs, Elena et Maribel, encore une fois. Re-bienvenue. Il y a peut-être des gens qui ont essayé de rejoindre le Patreon le mois dernier, mais ce n'était pas possible, on était fermé. Parce que tu sais, Exactement. quand on était fermé, on était j'adore, fermé, on a ouais. baissé le store, désolé. Mais non, mais On prend des vacances, oui. c'est clairement ça, vu qu'on n'a pas sorti d'épisode, et ben on a, pour éviter que les patrons soient facturés, Ouais. et ben on a dû fermer le patron et donc le Patreon. Et donc c'était pas possible de le rejoindre. Donc maintenant c'est réouvert. Donc la boutique est ouverte. Vous pouvez nous rejoindre. Allez-y, acceptons tout le monde. Ajoutez un abonnement Patreon dans votre liste pour De le Noël. Père Noël. Évidemment. Normalement, au moment où vous écoutez l'épisode, on a envoyé toutes les cartes postales. Normalement. Si c'est pas le cas, vous avez peut-être dû recevoir un message parce qu'on a besoin de votre adresse. Donc surveillez pour les patrons qui nous soutiennent. Surveillez bien vos messages si jamais vous avez reçu un petit DM de notre part pour qu'on puisse vous envoyer la petite carte postale qui va bien. C'est ça. C'est pareil. On est souvent un peu en retard pour ça, mais on le fait en fait par lot, quoi. Donc on attend un peu d'avoir Exactement. quelques patrons pour le faire. Il s'est passé un truc de fou. J'aime bien quand tu commences. J'aime bien quand tu commences Je comme fais ça. ouais. C'est teasing de fou, alors que non, en fait, on a juste fait un petit. Phrase d'accroche. Oh, arrête. Toi, petit, c'est ton mot, ça. Tu le places à tout. Oh, on a fait un petit truc. On vous envoie une petite carte postale. Un petit, voilà, un petit truc, un petit machin, quoi. On a fait un live de 3h17. Donc pas un petit, tu vois. C'est vrai. Pour fêter une petite quantité de followers, c'est-à-dire 500 Combien sur ta chaîne Twitch, Yop. Exactement. 500 followers sur ta chaîne Twitch. Ouais. On a fait une petite FAQ, une grosse FAQ. Une grosse FAQ du coup, ouais. Clairement, où en fait on a goûté des sauces pimentées en même temps qu'on répondait aux questions. Ça a été une sacrée épreuve. C'était compliqué par moments, effectivement. Il y a certains moments qui étaient un peu plus difficiles que d'autres, on va dire. Et ça se voit. Ça se voit. Donc s'il y en a que ça intéresse, on met le lien du replay évidemment dans la description. Ouais, parce que du coup, vu que c'était une FAQ, on a répondu à pas mal de questions concernant Haddad, les projets qu'on avait, tout Ouais. ça. Donc Tout à voilà, fait. si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le replay. On a reçu un super message vocal
C'est vrai. Est-ce qu'on l'écouterait pas, tiens? Salut Yop, salut Indigo. Ben voilà, je voulais vous dire que j'adorais votre podcast. Ça a été une découverte un peu par hasard. C'était un pote qui l'avait publié dans ses podcasts préférés. Et un jour, j'attendais le train et je cherchais un podcast à écouter. Et j'avais pas trop d'a priori, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Et du coup, j'attends vos podcasts avec impatience. Je suis toujours à l'affût de nouvelles histoires. C'est génial. Vous racontez super bien des histoires. Moi, j'aime beaucoup votre podcast. C'est tout. Ben voilà, continuez ce que vous faites et avec toujours autant d'investissement et d'amour pour ce que vous faites, parce que ça se sent dans la façon dont vous racontez les histoires. Ça se sent aussi quand vous échangez ensemble dans le podcast, que ce soit entre vous, avec d'autres intervenants, d'autres personnes. Et bah voilà, je vous souhaite de continuer à nous faire écouter encore de nombreuses histoires. Salut! Trop cool. Salut. Merci. Merci. Beaucoup. Mais vraiment, vraiment trop cool de prendre le temps de nous envoyer ce genre de message. C'est trop gentil, quoi. Trop bien. J'imagine que son pote qui l'a mis dans ses podcasts, bref, ça doit être Clégo. C'est possible. Mais trop bien, trop bien. Parlez-en autour de vous. Je suis sûr qu'il y a des gens qui kiffent les histoires d'horreur et qui ne savent pas encore ce qu'est un podcast. C'est vrai. C'est vrai que je pense qu'il y a moyen de faire découvrir des podcasts aux gens. C'est pas encore un format très connu. C'est vrai, hein. Mm. C'est un bon passe-temps en plus. Tu peux bosser en écoutant un podcast ou en voiture. Aller courir. Ou avant d'aller dormir. Avant d'aller dormir, tout simplement. Oui, en courant, ouais, par exemple. Ouais, totalement. Mais alors, cette personne, Yop, Oui. dis-moi, comment a-t-elle fait pour nous laisser un message vocal? Eh bien, je pense qu'elle a téléphoné au 07 49 25 27 90. Le numéro Mais non. est dans la description. Mais si. Et elle est tombée directement sur nos voix qui disaient de laisser un message. Il y a même une petite musique, on a mis la musique d'Adan. Hein. Franchement, il y a le générique allez écouter, et tout. Hein. allez écouter, il y a le générique et tout. Ça dit oui, nous sommes pas. Genre, je ne sais même plus ce qu'on dit, hein. Mais faudrait que je le réécoute. Faudrait que je le réécoute d'ailleurs. Mais voilà, si vous nous envoyez un petit message, il y a de bonnes chances qu'il soit diffusé comme celui-ci. Exactement. Yop, j'avais une petite question pour toi. Oui. Les gens vont être en vacances là, tu vois, c'est Noël. On arrive au plein moment des vacances là, les fêtes de fin d'année là. Ils vont très certainement se faire chier à un moment donné, tu sais, en pleine digestion d'après 12 raclettes et tu vois. Et c'est possible. Est-ce que tu aurais une reco de Noël, une recommandation de Noël alors à faire profiter pour les adados Alors pour pas se faire chier, c'est ça? Bah pour passer le temps quoi, un truc cool à faire. Faites, ayez un enfant. Oh, ouais. Allez, une autre. Vous allez pas vous ennuyer. Ah oui, c'est sûr. Non, au début, je pensais peut-être à The Devil in Me, parce que je l'ai streamé sur Twitch. Ouais. Il est pas mal, je crois que tu y as joué aussi. Tout à fait. On l'a fait avec Damien Meat, Ouais. à deux, en coop. C'est un bon petit jeu, mais après, il casse pas trois pattes à un canard, on connaît tous les codes en fait. Oui, mais l'histoire, quoi. Mais c'est l'un des... Ouais, l'histoire est très bonne. Ouais. Et du coup, il y a quand même un fond de vrai derrière, quand même. C'est basé sur une histoire vraie, sur un vrai tueur en série. Et cette partie-là, j'ai vraiment bien aimé. Mais au final, c'est pas ça que je vais recommander. Oh, j'allais dire, on a fini le jeu, et après, on est allé voir dans les bonus du jeu. Ouais. C'est un peu... Les jeux vidéo, maintenant, c'est les nouveaux DVD, tu vois. Ouais, les c'est vrai. bonus et tout, Ouais. maintenant. C'est... Ça y est, je suis vieux. Il y avait un documentaire sur l'histoire d'origine. Un documentaire qui dure peut-être au moins 30-40 minutes. Donc on venait de se taper, je sais pas, au moins 5 heures de jeu, quoi. Parce que c'est la deuxième fois qu'on jouait. Bon, ça se finit en quoi combien 6-7 heures Ouais, je l'ai fait en 3 streams de 3 heures, un truc comme ça, ouais. Ouais. Ouais, bah voilà, c'était la deuxième session de jeu et on a enchaîné direct avec le documentaire. C'était Alors, trop bien. Comment il s'appelle Trop le tueur prenant. en série? Tu t'en rappelles ou pas? C'était... il a une triple consonne en initiale.
tu vois. Alors, H. Holmes, exactement. Triple initial, triple consonne, voilà. Effectivement, je pense que je vais regarder le documentaire, mais surtout aller voir l'épisode de C'est Creepy qui en parle. Oh, mais je savais même pas. Bah oui, il y a quelques mois, elle a fait un épisode avant même la sortie du jeu, finalement. Génial. Et du coup, bah, il est vraiment stylé en plus son épisode. Visionnaire, Vanille. Ah bah clairement, hein. Tout ça pour faire des vues, on le sait. Mais évidemment. Non, trop bien. Bah j'irai écouter. Je prends cette reco également. Mais alors, quelle était la vraie recommandation Ah que tu oui, voulais nous la faire vraie recommandation. La vraie. En fait, c'est un podcast que je t'ai souvent recommandé, que t'as jamais écouté, mais je l'ai jamais recommandé, je crois, ici même. Attends, c'est quoi? Super Gamerside. Ah oui, mais oui. J'ai écouté juste le générique où il y avait Wayne's World dedans. Ah bah bravo, t'aurais au moins pu ne pas t'arrêter, quoi. Même pas. Ah ouais, mais je suis moins dans le gaming que toi, je crois. Je suis moins calé là-dedans. Ouais, mais en les fait, nouveautés, tout ça là. Le pire, c'est que tu joues beaucoup plus aux jeux vidéo que moi, mais moi, tu vois, c'est des potes, ils ont la trentaine, peut-être même quarantaine maintenant. Ah, génial. C'est des gars du Nord, du coup. Enfin, je dis du coup, mais non, y a aucun Je rapport. vois où tu veux m'emmener. Mais oui. Mais ils ont un humour un peu plus que, tu vois, douteux, on va dire. Ouais. Et bah, c'est bien marrant, tu vois, c'est des podcasts de 2-3 heures, mais tu te marres du début jusqu'à la fin, quoi. Donc tu vois que ça parle de jeux vidéo ou autre chose, en fait, c'est la même un peu, quoi. Bon, eh bien, je m'abonne en live là. Comme ça, ce sera dans mon feed. Excellent. Tu C'est l'as fait. dit en C'est vrai sur les internets, donc maintenant tu vas être obligé de l'écouter. Exactement. Et toi, j'imagine que tu dois avoir une recommandation culturelle ou... J'ai 2 recommandations. Très bien. La première, c'est une bande dessinée. C'est Moon River de Fab Caro. Je pense que les gens qui lisent de la BD connaissent Fab Caro. Si vous ne connaissez pas Fab Caro, lisez Fab Caro. D'ailleurs, il me semble qu'il sera le scénariste ou le producteur du prochain Astérix, la prochaine BD Astérix. Ah, c'est possible, ouais. Ouais. Mais pas le Ah bah là, dessinateur. il y a un regain d'appréciation pour Fab Caro. Les gens commencent à découvrir Fab Caro en fait depuis un petit moment et ça y est, là, il est lancé. C'est tant mieux parce qu'il mérite. Hein. C'est juste de la folie. C'est toi qui m'avais fait découvrir, mais il y a longtemps maintenant. Et ben c'était J-Dog qui m'avait envoyé une planche et un jour je suis tombé sur une BD en découvrant que c'était Fab Caro derrière cette planche et j'ai acheté la BD qui s'appelle Et si l'amour s'était aimé. Ok. C'est un roman photo très absurde. C'était la première fois que je riais à voix haute en lisant une BD. Et ben c'est très perturbant. Tu te sens con comme quand tu rigoles devant une vidéo sur ton ordi, tu sais. Non seul, mais grave. Voilà, et c'est trop perturbant, mais j'ai beaucoup ri, mais limite à pleurer en fait, quoi. Tellement c'était con, c'est absurde comme j'aime là. Et mais de la folie, voilà. Et si l'amour s'était aimé. Bah là, pour le coup, c'est la dernière BD de Fab Caro, ça s'appelle Moon River. C'est un polar, une sorte d'enquête un peu dans le LA noir des années 50-60, où on suit un enquêteur qui va mener une enquête sur une star d'Hollywood qui s'est réveillé un matin avec une bite dessinée sur la joue. Voilà, Génial. ça c'est le pitch. Il faudra que tu me le prêtes celui aussi. Ouais, avec grand plaisir. Voilà le pitch de départ. C'est très con comme j'aime. Puis après, j'en ai parlé dans ton live, Yop, mais on fait que d'y jouer avec Lily. C'est un jeu de société que Chat et Robière, qui sont 2 Adados aguerris, les gens qui sont sur le Discord doivent les connaître, qui nous ont conseillé un jeu de société qui s'appelle Let's Summon Demons. Un jeu de société où il faut récolter des âmes et invoquer des démons. C'est un peu un mix entre les crados et des dessins des années 60. Très très cool visuellement et le jeu est trop bien. Assez cool, facile à prendre en main en plus. Donc très sympa, vous allez bien rigoler. Excellent. On peut jouer jusqu'à combien ? On peut jouer jusqu'à 5. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça te fait un jeu de bout de table, tu vois. Ouais, c'est ça. Dans les grandes soirées, voilà. Exactement. Contre-soirée, petit jeu de société. Exactement. Ah, vous savez pas jouer la belote ? Bah, c'est pas grave, on va faire un Summon Demons. Et bah, c'est parfait. Et t'avais une deuxième reco. Voilà. Non, c'est ta deuxième reco. Non, c'était les deux, c'était la deuxième, ouais. Et ben, parfait. Bah là, maintenant, on n'a plus qu'à dire aux gens, achetez, quoi. Achetez. Vous avez eu des sous à Noël, allez-y, dépensez. C'est sûr. Oh là là, terrible. Chez votre libraire, chez votre vendeur de jeux vidéo, dans les petites boutiques de jeux de société. Les petites boutiques. Voilà. La petite boutique. Petite. Ben voilà.
qu'est-ce qu'on se dit? On se dit joyeuse fête? Bah Les oui, ananas joyeuse fête, joyeux Noël. Eh ben, on sort le 24 décembre, donc peut-être que vous nous écoutez en famille pendant le réveillon, je ne sais pas. J'espère que vous passez un réveillon stylax. Profitez-en. Profitez car bien de ce stylax mot sera bientôt démodé. quand on sera en 2023, oui. Et il y a déjà le mot de 2023 qui commence à se profiler. On n'en dit pas plus, mais vous devriez Restez à l'écoute déjà sur les en avoir internets. marre rapidement. Et ben voilà. Et ben voilà, bah non, parce que on a quand même une petite dernière histoire. Un petit cadeau de Noël. Un petit cadeau de Noël, et du coup cette histoire c'est un petit bijou finalement, parce que c'est Ruby, voilà, c'est normal. C'est Oh Ruby du Discord, c'est une Adados qui l'a écrite. Génial. C'est Xara qui va vous la conter. Génial. Merci Xara, Allez, bonne écoute. et merci Ruby. Des Bonne bisous. écoute. Merci à vous deux. J'adore Noël. C'est ma fête préférée. J'aime tout de Noël. Les lumières, les décorations, la musique, les cadeaux, la cohue dans les centres d'achat, les congés, le Père Noël. C'est un moment magique pour moi, le plus merveilleux temps de l'année, comme le dit la chanson. Mais ce que je préfère par-dessus tout à Noël, c'est la nourriture. Toute ma famille a toujours beaucoup cuisiné et mes plus beaux souvenirs se passent autour de la table. Chaque année, c'est un festin. Du ragoût de pâte de cochon, une énorme dinde et de la sauce aux atokas, des montagnes de patates pilées, de la tourtière du lac Saint-Jean et les desserts. La bûche au chocolat, le gâteau aux fruits, le sucre à la crème et, bonheur des bonheurs, les bonshommes au pain d'épices. C'est mon dessert de prédilection depuis que je suis haute comme ça. Je sais que, pour beaucoup, le pain d'épices ne se limite pas qu'aux petits hommes, mais pour moi, le bonhomme de pain d'épices est sacré. Je ne veux pas de flocons d'épices, de sapins d'épices, de chats d'épices ou je ne sais pas quoi d'autre. Je veux mes bonshommes de pain d'épices. Ma famille a sa propre recette qui se passe de génération en génération depuis des années. Mon arrière-grand-mère m'a dit que sa mère lui avait appris la recette en 1930, en pleine Grande Dépression. Elle avait 93 ans à ce moment et sa main était toujours assurée quand elle mesurait les épices et râpait le zeste d'orange. Mon arrière-grand-père avait rempli sa pipe avec un grognement. Son arthrite le faisait souffrir et il était triste de ne pouvoir aller chercher les ingrédients. Ah oui, parce que ça aussi, c'est une petite particularité de la recette de chez nous. Les femmes cuisinent, mais les hommes vont faire les commissions. Maintenant, c'est moi qui prépare les bonshommes de pain d'épices et c'est mon frère qui me ramène les ingrédients. Quand ma fille sera assez grande, je lui partagerai la recette. Pas maintenant, elle n'est pas encore capable de garder un secret. Chaque année, ma recette fait fureur parmi les amis et les collègues. Tout le monde attend avec impatience le moment où je vais cuisiner. Cette année, j'ai eu bien peur de ne pas y arriver. Vous voyez, pour faire la recette, il faut qu'il fasse assez doux dehors. Parce que s'il fait trop froid, tout le monde se dépêche à rentrer chez soi. Ça ne peut pas marcher. Je vous dis pas le mal que j'ai eu pendant que la COVID imposait le confinement. Ça a bien failli être des années sans pain d'épices. Mais ce soir, il fait doux. Il a neigé un peu plus tôt et les bruits sont étouffés. C'est parfait. Je cuisinerai toute la nuit, mais demain, il y aura des bonshommes de pain d'épices au menu. Je pars avec mon frère dans son gros 4x4. On sillonne les rues de la ville. Il s'arrête à quelques endroits. Qu'est-ce que t'en penses? Me demanda-t-il. Non, pas assez gras. On continue à rouler jusqu'à ce qu'on voit l'ingrédient parfait. Un homme bien bedonnant qui marche en titubant, visiblement saoul. J'espère qu'il s'est saoulé au whisky parce que ça fait la meilleure graisse. Vous voulez ma recette de famille? Qu'est-ce qui fait les meilleurs bonhommes de pain d'épices? Mais c'est les bonhommes, voyons!
maintenant temps de trouver le sommeil. À bientôt.